À la une ce matin, l'inquiétude au quartier Pikine de Saint-Louis. Des dizaines de familles sont sans nouvelles de leurs enfants depuis plus de 2 mois. Ils ont quitté Saint-Louis le 7 juin à bord d'une pirogue pour rallier l'Europe. Le cri de cœur d'une maman dans ce journal. Deuxième forte pluie à Dakar. La capitale a enregistré plus de 40 mm de pluie cette nuit. Plusieurs quartiers sont inondés. À suivre nos reportages à Ouakam et Keur Massar. L'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales décrète une nouvelle grève de 96 heures à compter d'aujourd'hui. Les travailleurs comptent d'ailleurs arrêter le service minimum après le grand Magal de Touba. Présidentielle 2024, on ne parle plus le même langage au sein du parti dissous PASTEF. Ousmane Sonko reste l'unique candidat selon un autre haut responsable. À suivre le tour d'horizon de l'actualité internationale avec Nafissatou Silla juste après les sports de Youssouf Bodjan et la revue de presse de Mohamed Ali Mouba en fin d'édition, le journal du Magal de Georges Détié Diop. Bonjour à tous, c'est l'inquiétude au quartier Pikine de Saint-Louis. Une pirogue a quitté la ville le 7 juin dernier et depuis lors, aucune nouvelle des jeunes qui avaient embarqué à bord. Désespérée, la maman d'un des migrants demande à l'État de faire quelque chose pour les retrouver. Ndeye Malado Sow, elle s'appelle, elle est interrogée par notre correspondant Ousseynou Diop à Saint-Louis. Ils sont partis depuis le 7 juin. Ça fait maintenant plus de 2 mois qu'ils sont dans la mer. Nous n'avons aucune information sur nos fils. Mes voisines disaient que nos enfants devraient appeler dans 45 jours au plus tard, mais depuis lors, on attend. Ils sont nombreux, car il y avait mon fils Baïsek et Babacar qui habitent dans le même quartier. Le reste, nous ne les connaissons pas, mais nous savons qu'ils sont très nombreux. Aujourd'hui, nous sommes dépressés et nous n'avons plus d'espoir de les retrouver. C'est pourquoi nous lançons un appel aux autorités. Nous voulons avoir des informations sur nos fils. Moi, je suis alitée et j'ai plus des nouvelles de mon fils depuis presque 3 mois. Il était mon ami. Je n'ai plus des nouvelles de lui. Face à ce problème de l'immigration clandestine, Alioune Sarr, candidat déclaré à la présidentielle de 2024, trouve que la solution est d'abord économique. Il répondait aux nombreuses interpellations des Sénégalais de France sur le phénomène lors d'une visite de proximité qu'il effectuait dans le 18e arrondissement à Paris. Alioune Sarr, que nous écoutons avec notre correspondant Chersidou Silla. Il faut enrichir les Sénégalais au Sénégal. Et c'est ça qui va fixer notre jeunesse. Parce qu'en définitive, si nous regardons les jeunes Sénégalais qui prennent les pirogues dans un drame insoutenable et qui doit s'arrêter. Et nous pensons qu'en 2024, avec ce programme que nous avons, cela va s'arrêter. Mais en définitive, quand ils viennent dans les pays européens, où est-ce qu'ils vont? Ils vont dans les champs de blé, des champs de maïs ou des champs de fraises. Mais c'est cela que nous allons justement mettre dans notre pays. Autour des 3000 km d'eau de surface au Sénégal. Parce que c'est que notre pays a 3000 km d'eau de surface. Le fleuve Sénégal, 1700 km. Le fleuve Casamance, 350 km. Le fleuve Saloum, 150 km. Le fleuve Gambie qui fait 1200 km, dont les 500 sont au Sénégal. C'est cette eau de surface que nous allons transformer à travers le maraîchage, l'irrigation et la culture sur les 12 mois de l'année. C'est ça qui va nous permettre d'être autosuffisants et ça qui va capter justement les richesses qui fixeront la jeunesse sénégalaise. Parce qu'en définitive, cette jeunesse prend les pirogues pour un bien-être ailleurs. Et nous pensons donc avec ce programme que les Sénégalais justement vont nous trouver au Sénégal. Évidemment, en attendant que ce programme soit mis en place, nous allons mobiliser toute notre force diplomatique pour que la dignité des Sénégalais soit respectée partout où les Sénégalais sont. RFM, la radio de toute l'actualité. Merci d'écouter le grand journal sur RFM. Il est 12h04. Dakar vient d'enregistrer sa deuxième forte pluie. 43 mm de pluie ont été enregistrés dans des zones comme Yoff. Ces pluies torrentielles ne sont pas sans conséquences. À Ouakam, par exemple, les habitants de la cité avion sont emprisonnés par les eaux. La vie tourne au ralenti là-bas ce matin. Les populations se sentent abandonnées par les autorités locales face à cette situation récurrente. Un reportage de Boubacar Dieng. Pour entrer dans le quartier, il vous faut une tenue bien adéquate, des chaussures en plastique, relever son pantalon jusqu'aux genoux et se retrousser les manches avant de patauger. Les automobilistes et charretiers qui n'ont d'autre choix bravent les flaques d'eau. Et cela n'est pas sans conséquence, les véhicules tombent en panne au milieu des eaux.
Cette situation n'est pas nouvelle ici à la cité Avion, en témoignent les quelques briques devant chaque maison pour freiner les eaux de pluie. À chaque saison des pluies, nous vivons le même calvaire. L'année dernière, c'était pire. L'eau avait envahi nos chambres et c'est vraiment difficile. Nous, habitants de la cité Avion, on ne nous considère pas. Nous sommes laissés en rade. Regardez par vous-même, d'ici au terrain Tolbé, c'est rempli d'eau. On n'arrive plus à sortir de chez nous. Nos enfants ne s'amusent plus. Au moment où cette dame dit son mal-être, un agent de la municipalité de Ouakam passe devant chez elle avec son véhicule, un groupe électrogène dans le coffre du pick-up, mais il ne souhaite pas se prononcer. Du côté de Kermassar, les habitants de plusieurs quartiers sont également complètement désemparés face aux inondations. Ils déplorent les lenteurs des travaux des bassins de rétention. Ces travaux seraient à l'origine de leur calvaire. L'entreprise CDE en charge du chantier est pointée du doigt. Les précisions d'Aminataba à Kermassar. Amdelaï, Guerre ou encore Darey Kamil, ces quartiers flottants de Kermassar Nord sont fortement affectés par des inondations. Rues, maisons sont toutes occupées par des eaux et selon les populations, la lenteur des travaux des bassins de rétention 4 et 5 dans ces localités est à l'origine de leur calvaire. Baboy, habitant de Amdelaï. Je peux dire que la construction de ces bassins est la cause de notre souffrance. Quand il pleut, l'eau déborde et envahit nos maisons parce que les bassins ne sont pas clôturés. Vraiment, ce chantier a favorisé les inondations dans cette zone. À côté de ces inondations, l'inachèvement de la construction de ces deux bassins entamés depuis 2021 a créé beaucoup d'insécurité aux habitants. Voyez, les eaux ont commencé à changer de couleur. Il n'y a pas un mur de clôture, encore moins de gardien, et ce n'est pas sûr avec les enfants. C'est l'entreprise CDE qui est en charge des travaux selon les habitants de ces localités. Elle leur avait promis selon eux des motopompes pour soulager la population, mais ils n'ont rien vu jusque-là, regrette-t-il, Cheikh Tidiane Niang. Les responsables de l'entreprise nous avaient promis de mettre à notre disposition des motopompes, mais ils n'ont rien fait jusqu'à présent. À chaque fois, ils nous tiennent le même discours. Les habitants de Amdalaï, Kaira, Taoufir ont déposé un mémorandum auprès du préfet du département de Kermassar pour exiger de l'entreprise CDE l'achèvement des travaux. Aminataba, Kermassar, Radio Futur Média. Aminataba a essayé d'entrer en contact avec les responsables de la CDE justement, mais sans succès pour le moment. Les fortes pluies tombées donc un peu partout dans le pays entre hier et aujourd'hui. La météo alerte, les pluies vont se poursuivre dans la journée d'aujourd'hui. La population est invitée à prendre ses dispositions. Là-dessus, on écoute Pape Gourdiaï, responsable du service prévision météorologique et réduction des risques à l'ANACIM. Dans la journée du lundi 28 août 2023, des pluies, d'importantes quantités de pluie ont été recueillies un peu partout sur le pays, notamment sur la façade ouest. En quelques exemples, vers Goumbangéoul, 105 mm ont été enregistrés pour la journée d'hier. Vers les régions centres, il y a plus de 5 localités qui ont reçu plus de 100 mm de pluie. À Paya, par exemple, 148 mm, dans Sen 128, à Joal 106 mm et 102 mm à Mabo. Vers Kafrine, 98,5 mm, et aussi vers d'autres localités telles que Mbaké et aussi Dakar. Par exemple, à Yoff, 43 mm de pluie ont été relevés. Vers les régions sud, notamment sud-ouest, il a beaucoup plu aussi, moins de 100 mm certes, mais quand même des pluies qui ont effleuré les 97 mm vers Saré, Yoba, Diega, et vers Sédhiou aussi 82 mm, à
pratiquement Marsassoum, 35 mm de pluie ont été reçus et un peu partout vers la basse Casamance. Donc en résumé, c'est beaucoup de pluie qui ont été notées sur une bonne partie du pays, notamment sur la façade ouest, durant la journée d'hier. Et pour la journée d'aujourd'hui, mardi 29 août, ces pluies vont se poursuivre sur le pays, notamment sur la façade ouest toujours vers la Casamance, mais aussi entre Fatick-Kaolack allant vers Mbour, Dakar, Thiès, Louga et Saint-Louis. L'actualité ce mardi, c'est également cette nouvelle grève de 96 heures décrétée par les travailleurs des collectivités territoriales. L'intersyndicale compte arrêter le service minimum après le grand magal de Touba si l'État n'accède pas à sa demande d'appliquer la revalorisation salariale dans la fonction publique. Elle compte paralyser le fonctionnement des maternités, des marchés, des cimetières, entre autres. Là-dessus, le chargé des revendications de l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales, Bamba Diop, qui était l'invité d'RFM Matin. Les répondants, l'État, qui devait vraiment assumer ses responsabilités, gérer la situation, essaie de rejeter toujours la balle auprès des maires, alors que les élus ne peuvent pas, alors que ce sont des mesures nouvelles et c'est l'État même qui doit accompagner. Et par rapport à cette situation, l'État fait la sourde oreille. Donc, à partir de ce moment-là, l'intersyndicale est obligé aujourd'hui de corser la lutte. Nous allons tout fermer, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas hésiter. Les collectivités locales ne se limitent pas seulement aux états civils. Nous allons donc fermer les états civils, mais aussi les maternités, les postes de santé, les centres de santé. Et que vous savez, la santé à la fin de l'hivernage, ce que ça fait au Sénégal, les ravages que ça fait. Donc, comme l'État ne nous a pas entendus, aujourd'hui, il faut qu'on prenne toutes les dispositions pour tout fermer, tout arrêter, et jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de service minimum, jusqu'à ce qu'on procède au paiement et qu'on voit une situation claire pour le règlement définitif de l'ensemble de ces problèmes. Si vous allez au niveau des marchés, la collecte se fait, même au niveau du service des impôts et domaines, il y a le personnel des collectivités qui sont là-bas. Donc, les collectivités ne se limitent pas seulement aux états civils. À partir du moment où nous allons corser la lutte, les cimetières, les morgues et tout, je crois qu'il ne faut plus s'arrêter. Parce que tous les travailleurs, s'il y a augmentation, tous ces travailleurs qui sont dans les morgues, qui sont dans les cimetières vont bénéficier de ça. Donc il faut que si l'argent vient, l'argent rentre dans chaque poche. Donc tout un chacun a une certaine responsabilité, donc tout un chacun doit assumer pour qu'on aille jusqu'au bout de cette lutte. L'État, ils sont préoccupés par leur campagne, mais nous aussi, il y a un moment de politique et il y a un moment de travail. Au lieu de penser aux travailleurs, on ne pense qu'à la politique, il faut que ça s'arrête. On est dans quel pays ? Les commerçants du marché central de Tambacounda réclament, eux, un marché moderne. Selon leur porte-parole, l'incendie a complètement plombé l'économie de toute la région. Les grossistes sont désemparés. Ici, c'est le secrétaire général du comité de gestion du dit comité. Il s'exprimait en marge de la visite du ministre du Commerce, Abdou Karim Fofana. On l'écoute avec Pape Ousseynou Diallo à Tamba. Alors, monsieur le ministre, vous avez dû constater par vous-même la situation, le drame, l'ampleur du sinistre. L'incendie a tout ravagé. C'est des pères de famille sinistrés que vous voyez là. Ils sont tous là, ils ont perdu leur emploi. Je vous invite à être notre porte-parole auprès du président de la République pour qu'il nous vienne en aide, qu'il nous aide à reconstituer ce qu'on a perdu, parce que aujourd'hui nous n'avons plus rien. Or, nous sommes des jeunes, nous voulons reprendre notre travail. Donc, soyez notre porte-parole auprès du chef de l'État. Et je pense qu'aussi, de manière beaucoup plus globale, il faut essayer de trouver les voies et moyens, d'avoir un marché quand même digne de son nom, qu'on puisse vraiment travailler dans le calme, dans la sérénité, dans la sûreté. Et pour le moment, c'est pas encore le cas, mais je pense que quand même Tambacounda mérite d'avoir un très grand marché pour qu'on puisse vraiment éclater ensuite la marchandise dans les autres localités de la région. Presque région de Tambacounda, RFM. L'actualité politique. Le parti dissous PASTEF réagit au débat sur un éventuel plan B pour remplacer Ousmane Sonko comme leur candidat à la présidentielle. Le secrétaire général par intérim Ayib Daffé précise qu'ils n'ont aucun plan B et que Sonko reste leur unique candidat. Il souligne que l'éligibilité de ce dernier est intacte parce qu'il n'y a pas de notification de la radiation de leur leader des listes électorales. Écoutons Ayib Daffé interrogé tout à l'heure par Elhaj Ndiogoudjena. Rien n'a changé. Donc, certes, on a tenté
de dissoudre le parti de manière injuste, arbitraire et illégale. Il y a l'arrestation du président Ousmane Sonko, son kidnapping, sa détention arbitraire. Et il en est aujourd'hui pour protester contre ces actes arbitraires qui dépassent le cadre politique en son 32e jour de grève de la faim pour protester contre cette injustice. Et jusque-là, les militants, les sympathisants, les responsables du parti dans leur unanimité, en tout cas, sont toujours convaincus de la justesse, de la nécessité et de la pertinence de la candidature du président Ousmane Sonko, qui est le favori à l'élection présidentielle du 25 février 2024. Donc je ne vois pas l'intérêt ni la nécessité de chercher un plan B. Donc la seule option pertinente, la seule option populaire, la seule option démocratique, c'est la candidature du président Ousmane Sonko, parce que c'est elle qui a été ratifiée par le parti. Ousmane Sonko est actuellement en détention. En plus, il est radié des listes électorales. N'est-ce pas risqué pour vous d'en faire votre candidat à la présidentielle de 2024? La radiation dont vous parlez sort en tout cas est imaginaire à notre avis, puisque aucune notification n'a été faite. Une radiation obéit à une procédure qui est prévue par des textes. Et cette procédure, à ce moment-là, en tout cas, nous n'en avons aucune connaissance. Donc nous sommes factuels. Ce qui est constant, c'est que le président Ousmane Sonko juge de ses droits civils et politiques et il répond à toutes les conditions exigées par l'article 28 de la Constitution, l'article 29 et le Code électoral. Donc, ce que nous exigeons par contre, c'est sa libération immédiate et inconditionnelle. Vous l'avez peut-être remarqué avec nous, les déclarations de candidature à la prochaine présidentielle font foison. Finalement, tout le monde rêve d'être président de la République. Nous avons donc demandé à des spécialistes de la science politique de nous dire ce qui fait courir tout ce beau monde. Un dossier ficelé par Mohamed Ali Mouba. Cette multiplicité de candidatures à la présidentielle 2024 a une explication simple. C'est la conséquence du foisonnement des partis politiques au Sénégal qui ne sont en réalité que des petites, moyennes et grandes entreprises en vue d'un éventuel marchandage. Le professeur Ousmane Sène. Cela témoigne du manque de sérieux qui entoure le jeu politique. Parce que je crois que quand même, quand on sait que quand on appelle à réunion, on n'aura pas 3 pelés, 2 tondus, mais à partir de ce moment, on ferait mieux d'aller rejoindre un autre parti politique pour y faire ses preuves. Mais créer un parti politique pour en faire un objet de marchandage plus tard, je crois que c'est ce qui explique les 300 partis politiques au Sénégal. Marchandage, positionnement. Le politicien investisseur n'hésite pas, il a tout prévu. La présidentielle, gros marché à ne pas rater. Hassan Gombo-Kosek, je suis chargé d'enseignement dans les universités. J'enseigne en management stratégique, tout comme j'enseigne en droit. On a assisté du temps de Wade à des ministres qui ont duré juste une journée, après qui ont démissionné parce que simplement ils n'avaient pas le profit. Et Wade aimait bien le dire qu'il pouvait bien nommer à n'importe qui. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, tout le monde pense qu'effectivement, il peut être non seulement ministre, mais tout au-delà, il peut être président de la République. Et c'est un phénomène qui est apparu récemment. En réalité, juste du lobbying pour compter. Mais cette situation pourrait finir par faire perdre à la fonction de président de la République toute sa statue. Le professeur Ousmane Sène. Regardez le jour où l'on investit le président de la République. Regardez tout le cérémonial qu'il y a autour de cette investiture. Regardez toutes les institutions qui sont autour du président. Regardez le palais qui est censé être la demeure et le bureau du président. Regardez quand le président se déplace, tout le cérémonial qu'il y a autour. Regardez la relation entre le président et les institutions et en particulier l'armée. Mais à partir de ce moment, vous vous rendez compte que quand même c'est une fonction qu'il ne faut pas porter à un niveau peut-être divin, mais qu'il faut quand même sacraliser. Il faut lui donner une certaine aura. C'est important. De ce point de vue, ce qui n'est, si dans ce pays-là, on met de côté ce qui est sacré, à partir de ce moment, il ne nous restera plus rien. Le papa, on le respecte. Pourquoi? Parce qu'il est un homme, mais il est un homme particulier et spécial. Il n'est pas comme les autres. La maman, on la respecte. Pourquoi? Parce que elle est parmi les mamans, elle est parmi les femmes, mais c'est une femme spéciale. Maintenant, traîner tout ça dans la boue, c'est véritablement aller vers des horizons incertains. Et ceux-là qui un peu ont cette attitude-là, je voudrais leur recommander un livre, un essai extrêmement important qui s'appelle Le sacré et le profane. Et à partir de ce moment, ils comprendront pourquoi dans la vie des sociétés humaines, le sacré est extrêmement important. Selon le professeur Ousmane Sène, le pouvoir perd tous ses attributs s'il se dépouille
des mythes qui l'entourent. L'actualité internationale. À 12h20. Bonjour Nafissa Toussila. Bonjour Anna Rocha. L'élection présidentielle au Gabon, l'opposition soutient que les tendances leur sont favorables et elle veut une passation pacifique du pouvoir. Les résultats se font toujours attendre 2 jours après les élections. La journée d'hier a été calme cependant. Aucune déclaration officielle n'est faite, mais des arrestations auraient eu lieu. De son côté, l'opposition affirme que les premières tendances sont favorables à Albert Ondo Ossa Sodetiam. Quelques 850 000 Gabonais étaient appelés aux urnes pour les élections présidentielles, législatives et municipales. Ces élections se sont déroulées en l'absence des observateurs internationaux africains comme européens et des médias étrangers qui se sont vus refuser des accréditations ou l'entrée dans le pays. L'organisation internationale Reporters sans frontières a dénoncé l'interdiction qui a été faite aux médias étrangers de couvrir ces scrutins. Ali Bongo, 64 ans, brigue un 3e mandat face à Albert Ondo Ossa, son plus sérieux rival, derrière lequel s'est rangée la plus grande partie de l'opposition sous l'appellation d'alternance 2023. L'ascension de Ali Bongo au pouvoir a suscité la controverse et a refroidi au passage les relations entre Paris et Libreville. Pourtant, la France a toujours été un allié privilégié de son père, Omar Bongo. Il a réussi à se faire réélire de justesse face au candidat consensuel de l'opposition de l'époque, Jean Ping. Ce dernier revendique également la victoire dans les urnes tout en dénonçant une fraude du camp Bongo. Pour l'élection présidentielle 2023, la soif de changement a fait taire les dissensions au sein d'Alternance 2023, la principale coalition de l'opposition. En effet, professeur Albert Ondo Ossa, ancien ministre de Bongo Père, a été désigné comme candidat consensuel pour faire face au fils dans ce scrutin à un tour. Accord pour la paix au Mali, les légitimités traditionnelles appellent les parties prenantes au dialogue. Des responsabilités des régions, des personnalités plutôt des régions du Nord et des représentants des groupes armés signataires de l'accord ont lancé un appel au dialogue et à la paix. Le gouvernement a aussi, dans un communiqué publié hier, appelé les combattants à privilégier le dialogue pour une issue favorable à la crise que connaît le Mali. Zanga Abdoulaye Ouattara. Réunis au sein d'un groupement, ces personnalités politiques et coutumières entendent proposer une solution définitive aux problèmes qui opposent l'État malien au mouvement signataire de l'accord pour la paix. Elles ont tenu une rencontre à Bamako alors que la tension est montée d'un cran entre la coordination des mouvements de l'Azawad et le gouvernement de transition. Ces notabilités demandent l'ouverture des pourparlers inclusifs avec les groupes armés djihadistes des nationalités maliennes par le biais des facilitateurs désignés par les plus hautes autorités. Elles appellent les parties signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation au respect de l'unité nationale, de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de l'État du Mali. Dans un communiqué daté du 28 août, le gouvernement, à travers le ministère de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, chargé de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, invite les frères des mouvements signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali à revenir à la table des négociations dans le processus de paix en vue de surmonter les défis actuels par la voie du dialogue. Toujours dans le communiqué, le gouvernement indique qu'il reste attaché à l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali ainsi qu'à l'accord de cessez-le-feu signé le 23 mai 2014. De Bamako, Zanga Abdoulaye Ouattara pour la radio Futur Média. Et au Soudan, Anna Rocha, le chef de l'armée, le général Abdel Fattah al-Burhan, a rencontré hier à Port-Soudan quelques membres du gouvernement de transition pour la première fois depuis le début du conflit. Il a appelé à en finir avec la rébellion des paramilitaires. Au cours de cette réunion, le ministre soudanais de l'information a pris la parole et a salué la progression des forces armées soudanaises. Le ministre de la Culture, pour sa part, approuve aussi l'effort déployé par l'armée soudanaise et affirme que la rébellion des forces de soutien rapide est en déclin et que la victoire est très proche. Pour l'heure, les combats se poursuivent à Khartoum où les paramilitaires tirent sur les avions de combat qui les survolent. La guerre a fait près de 5000 morts selon l'ONG ACLAD, mais le bilan réel serait bien supérieur avec les nombreuses zones du Soudan totalement coupées du monde, alors que les deux camps refusent de communiquer leurs pertes. Anna.
On termine Nafissatou avec le Niger où l'ambassadeur de France refuse de quitter son poste. L'ambassadeur de France à Niamey reste à son poste. Il avait jusqu'à dimanche soir dernier pour quitter le Niger. L'ultimatum a expiré, mais la France n'a pas l'intention de céder. Selon Emmanuel Macron, la France ne reconnaît pas les putschistes et réaffirme son soutien à la CEDEAO. Macron s'est exprimé hier lundi à l'Élysée à l'occasion de la conférence des ambassadeurs. Pour sa part, l'ambassadeur de la France au Niger, Sylvain Ité, très actif sur les réseaux sociaux, est foncièrement contre la volonté des putschistes de l'expulser. Demande illégitime selon lui, Anna Rocha. C'est ce qui met fin à cette page internationale. Merci beaucoup, Nafissatou Sila. RFM Sport. Midi 25, Youssouf Bodjon nous a rejoint. Bonjour Youssouf. Bonjour Anna et bonjour à tous. À la une ce matin, le volleyball masculin, le Sénégal se prépare à disputer les championnats d'Afrique. Une compétition qui va se jouer du 1er au 14 septembre prochain au Caire en Égypte. Absent depuis plus de 20 ans chez les garçons, le Sénégal donc qui va faire son retour sur la scène continentale. Les détails avec Soda Thiam. L'équipe nationale masculine de volleyball est en pleine préparation pour les championnats d'Afrique prévus au début du mois de septembre. Cher Sadiboulo est le sélectionneur. Présentement, nous sommes en train de faire les derniers réglages. Du côté technico-tactique, pratiquement, on a bouclé toute la préparation. On est en train de réviser les gammes et de revoir les automatismes entre les joueurs. Une liste de 14 joueurs a été publiée, dont la plupart sont issus de l'équipe d'Isaac, qui avait représenté récemment le Sénégal au championnat d'Afrique des clubs. Le sélectionneur revient sur les critères de sélection. D'abord, on a un projet sportif qui est basé sur une philosophie de jeu. Donc, nous avons ciblé des joueurs dont le profil répond à ce projet sportif. Deuxième critère, on a privilégié des profils. Parmi ces profils, on a privilégié les joueurs qui ont fait plus d'efforts pour s'approprier le projet, pour intégrer la logique du projet, à savoir la philosophie de jeu qu'on a mis sur place. Parce qu'on tend vers le haut niveau, c'est vrai qu'on doit avoir des joueurs de grande taille, mais ces joueurs de grande taille doivent être capables de jouer rapidement parce qu'actuellement le volleyball moderne est basé sur le jeu rapide. Le Sénégal n'a pas participé au championnat d'Afrique depuis plus de 20 ans, mais cela ne veut pas dire que les lions du volleyball vont y aller en victime expiatoire, selon le sélectionneur. Parce que depuis 1997, le Sénégal n'a pas participé à la CAN. Donc le Sénégal y va d'abord pour s'inscrire dans la mouvance actuelle du volleyball africain. On y va pour apprendre, mais aussi on y va pour jouer nos chances. On n'y va pas aussi en tant que victime. On va jouer nos chances. On a nos objectifs, c'est mettre notre volleyball masculin sur les rails du volleyball africain. Pour le moment, 24 pays ont confirmé leur participation à cette compétition. Les Lions du volleyball vont rallier le Caire d'ici le 1er septembre. On passe au football maintenant. Youssouf, Sadio Mané va construire un stade moderne à Bambali. Un stade avec une tribune de 1000 places et un terrain avec du gazon synthétique. Les travaux devraient démarrer dès la semaine prochaine, selon le maire de Bambali, par ailleurs oncle de Sadio Mané. Il a fait l'annonce à l'occasion du tournoi des 8 grands de Bambali remporté par l'ASC Nguindir. Bakary Konté. L'ASC Nguindir a remporté la finale des 8 grands face à l'ASC Marankunda par 2-0. Momodou Mané, président de la jeunesse de Bambali. Les récompenses, nous avons le trophée du meilleur joueur, le trophée du meilleur buteur, le trophée du meilleur gardien, le trophée du président de la jeunesse, le trophée du président de la commission d'organisation, le grand trophée pour les vainqueurs. Donc nous remercions le DG, le directeur du Grand Théâtre en Sousané. Le match s'est joué sous la pluie et dans la boue. L'oncle de Sadio Mané, Ibrahima Touré, maire de Bambali, annonce la construction du stade municipal de Bambali par son neveu. En tant que maire, j'ai presque un premier partenaire qui est mon neveu Sadio Mané. Il a pris la décision de faire la pelouse synthétique et une tribune de 1000 places. Avant-hier, l'entrepreneur est venu dans une semaine. Les travaux vont dérouler. Une initiative saluée par le parrain Ansoumane Sané, DG du Grand Théâtre. Qui parle de Bambali aujourd'hui parle forcément de la star internationale Sadio Mané. Mais aussi, il y a l'ami de Sadio Mané qui est Moussa Bey Ndiaye, qu'on l'appelle donc affectueusement commissaire Balmaceda, qui aujourd'hui a porté son choix sur ma modeste personne, accompagné avec l'ensemble des jeunes de Bambali pour que je puisse parrainer donc cette
grande cérémonie de la finale des 8 grands. Sadio Mané est un modèle de jeune à suivre. On a vu Sadio Mané un peu partout à travers le monde salué de par son sérieux, de par sa modestie, de par son éducation. Aujourd'hui, si Sadio Mané donne donc pratiquement des efforts et veut construire donc pratiquement le stade de Bambali, ça ne nous surprend pas. L'animation a été assurée par les supporters de Allez Bambali et pendant tout le long du match, les jeunes attendent avec impatience la construction de ce bijou. Bakary Konté, Sédhiou, Radio Futur Média. Sadio Mané qui d'ailleurs va jouer avec Al Nasser cet après-midi à 18h. La 4e journée du championnat saoudien sera face à Al-Shabab. L'équipe de Habib Diallo à la même heure. Al-Ahli Saoudi d'Edouard Mendy reçoit le Taï. La 36e édition des phases nationales en cave clôturée hier à Kaffrine. Et ce sont les Diourbellois de Mboulane qui ont remporté le trophée face à Walidan de Thiès après tir au but. Chez les cadets, le Raza de Sédhiou a battu en finale l'avenir de Thiès par 3-1. Le président de l'ONCAV tire un bilan de cette 36e édition. Amadou Kane, il est au micro de Ndeye Aobey. Aujourd'hui, c'est un global de 12 millions qu'on a distribué. L'équipe senior, vainqueur, a reçu 3 millions, plus un trophée, un bon d'équipement de 100 000 et des médailles. L'équipe vaincue en senior aura 2 millions, un bon d'équipement de 100 000, plus des médailles. L'équipe cadet vainqueur a déjà eu 2 millions, plus 100 000 francs d'équipement, comment s'appelle encore, un trophée et des médailles. L'équipe vaincue, 1 million, un bon document de 100 000 et des médailles. Chaque jour de compétition, chaque jour, pour les ASC qui venaient d'ailleurs, on donnait 50 000 francs de restauration. Nous avons pris en charge plus de 200 officiels de l'ONCAV, 75 arbitres. Et chacun de ces arbitres-là, à chaque sifflet, chaque marche, on les donnait 7 500 d'honoraires. Donc ce que nous avons reçu du président de la République, du gouvernement, du parrain, de tout le monde, a été redistribué à nos ASC. Ça fait partie de nos responsabilités. Si c'était à recommencer, on va aller le faire. Mais encore une fois, mention spéciale à la population de Kaffrine. Je parle de la région de Kaffrine. Partout où nous sommes passés, nous avons senti la chaleur humaine. Les gens voulaient voir nos cadres, ils voulaient voir les phases nationales. Et puis Youssouf, cet après-midi, le début des quarts de finale de la Coupe du Maire de Dakar en basketball. Avec la Jeanne d'Arc qui affronte Espoir Maxi à 14h chez les dames et puis Sibac US Parcelles Asseni à 18h chez les garçons. Les championnats du monde masculin de basket avec la 3e journée. L'Égypte qui a battu ce matin le Mexique par 100-72. Les Pharaons qui gagnent après donc 2 défaites d'affilée, insuffisant pour se qualifier au second tour. L'Angola n'a pas pu enchaîner avec une deuxième victoire. Les Palancas Negras se sont donc inclinés face à la République dominicaine 75-67. La France, déjà éliminée, a sauvé l'honneur ce matin en battant le Liban par 85-79 à Narochan. Merci Youssouf. Prochain journal des sports à suivre dans l'édition d'information de 13h. RFM, reportage. Parlons des interdits à Touba en cette période de préparation de Magal, comme tout le temps d'ailleurs, sauf qu'en ce moment de grand rush, le rappel profite aux croyants. Tout accoutrement ou accessoire extravagant est interdit. Les pèlerins vont devoir soigner leur apparence au risque de fâcher certains. Ici à Dakar, les fidèles disent prendre les précautions nécessaires. Un reportage de Koumba Sandian Faye. À Colobane, ça roule lentement, ça circule doucement. Elle se faufile entre les vendeurs de friperie. La fidèle talibé mouride, foulard noué à la tête, pantalon et haut dans un style relax. Elle salue l'interdiction de toute tenue indécente à la ville sainte, y compris les perruques, piercings, pose-ongles et autres. Pour moi, c'est normal d'interdire tout cela et puis c'est juste pour quelques jours. Donc il faut s'y conformer. Awa était à côté de ce jeune homme qui se dit disciple de Baïnias. N'empêche, il a son mot à dire. Pour ceux qui vont à Touba, je leur demande d'être corrects, comme le souhaite l'autorité de cette cité religieuse. Une autre dame qui, au moment de l'interview, a porté un jean, body, elle a même une casquette sur ses sister locks, communément appelée Rasta.
Un tel accoutrement, Astou n'envisage pas de s'habiller ainsi à Touba. Elle dit avoir pris toutes ses précautions pour ne pas fâcher les Baïfal qui vont veiller au grain, au respect de ces interdictions. Il faut faire bien comme les Baïfal l'ont voulu, on doit faire comme ça. Moi, je ne porte pas ça. Franchement, pas les. Même les tailles basses, là, tout ça, moi, je laisse ça ici. Pas de make-up. Celui-ci, casquette sur la tête, pantalon baissé, dont style criss-cross, est un vendeur de friperie. Lui et ses pairs, ce débat les passionne. Il est même cité en exemple. Lui qui a dû se raser la tête, il doit aller au Magal. Moi, j'ai pris les devants. Depuis le Ndigal, tout ce qui n'est pas souhaité par le calife, je ne le fais pas. Je me suis même rasé la tête tout récemment. Ces interdits ne sont que renouvelés, comme chaque grand Magal, où dira-t-on, le rappel profite aux croyants et aux récalcitrants. Les Baïfal ne leur feront pas cadeau. Electronic Corp, avec sa marque Enduro, l'endurance de la qualité, vous offre votre revue de presse. C'est la dernière note de ce journal, la revue de presse de Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Plan B de PASTEF, l'idée continue d'être ajoutée dans la presse sénégalaise aujourd'hui que la théorie est développée, bien libellée, qui pour porter le projet PASTEF, la presse sénégalaise ou du moins quelques confrères s'échignent à en savoir davantage. Besbi le jour qui en fait l'événement du jour, manchette à titre grand format, photo à l'appui. Le journal construit ce qu'il appelle le plan B. 3 lieutenants pourraient faire l'affaire au sein de ex-PASTEF. Le lecteur découvre ainsi 3 visages qui lui sont familiers pour peu qu'on suive un peu ce qui se fait sur la scène politique ces dernières années. Il s'agit de gauche à droite de Birame Souleye, de Bassirou Diomaye Faye et de Guy Marius Sagna. Le plan B émergent, B comme Birame Souleye, Bassirou Diomaye, plan G, Guy Marius Sagna, troisième larron, redouté. Mais un tel plan pourra-t-il prospérer? En tout cas, jusque-là, Ousmane Sonko avait évité soigneusement d'avoir son numéro 2. Il avait accaparé la place et c'est justement pour ça qu'Enquête croit ce matin que pour la succession de Sonko, les lieutenants vont probablement devoir tirer les couteaux pour se mesurer. Le journal de se demander s'il n'y aura pas de guerre entre les trois. Le journal qui ne tranche pas constate toutefois que le choix de notre candidat à autre, donc Ousmane Sonko lui-même sera impossible ou tout au moins difficile. L'Obs à la suite d'Enquête et de Besbi le jour tranche directement la question. Pour la présidentielle 2024, Sonko c'est l'impossible recenche. Ex-PASTEF ne survivrait pas à un tel projet et le journal perçoit d'ailleurs quelques signes de résignation. L'opération sans Sonko, les risques de dispersion. Le journal Le Témoin va ce matin à contre-courant de tout ce qui se susurre ici ou là. Mon confrère affirme que ex-PASTEF reste toujours sur sa première ligne. Pas de plan B. Une coalition Sonko va être lancée après le Magal. En attendant, la jeunesse patriotique continue de subir la purge. 7 membres de ex-PASTEF placés sous mandat de dépôt hier relèvent sur ça. Parmi les personnes écrouées figurent 2 présidents de jeunesse patriotique du Sénégal, celui de Sam Notaire et Yassine Diallo de Grand Dakar. Le maire des Parcelles Assainies compte depuis hier, lui, 2 mandats de dépôt à son actif. Sur ça, nous dit que Djamil Sané a été placé à nouveau sous mandat de dépôt pour la deuxième fois. Donc, cette fois-ci, c'est dans le cadre de l'affaire Branco, suspecté de l'avoir aidé à entrer illégalement sur le territoire national. Liberté pour Maïmouna Dieye, internée depuis son arrestation, la mère de la Patte d'Oie libérée par sa maladie, rapporte Besbi le jour. Quant aux dames suspectées d'avoir saboté le réseau de l'ONAS à Touba, elles vont être jugées ce jeudi. Le journal Les Échos revient sur l'éligibilité d'Ousmane Sonko et le confrère constate que, somme toute, le maintien en prison de l'homme reste la seule arme du pouvoir. Et pour cause, l'affaire Prodac, aucun intérêt pour son inéligibilité, sauf en cas de contrainte par corps. C'est pourquoi le pouvoir s'agrippe, selon le journal, sur la contumace. Quid de l'éligibilité de Karim Wade? Le Témoin informe que le fils de Maître Abdoulaye Wade n'est pas sorti de l'ornière. Il risque d'être rattrapé par sa double nationalité. Le journal note, ironie du sort, que c'est Maître Wade lui-même, alors président de la République, avait introduit la disposition dans la nouvelle constitution de 2001 en son article 28. Mais selon Alina Ndiaye, un membre du PDS, rien ne s'oppose à ce que Karim Wade renonce à sa nationalité française. Pendant ce temps, à Benno Bokk Yakaar, c'est la fin de l'unité. Le journal sucré-salé du quotidien note que Macky Sall prend son temps alors que tout le monde n'est pas habitué à attendre éternellement à la salle d'attente. Ces longues semaines de suspense ont permis, selon le journal, à beaucoup de gens d'afficher leurs ambitions. Elles sont triple XL avec des déclarations qui se multiplient dans les rangs de Benno Bokk Yakaar. À côté même de ses bureaux à la présidence, toutes ces personnes sont là depuis des semaines, mais elles sont aussi lasses d'attendre. On
choix qui ne sera pas elle. Elles tracent donc leur voie et font tout pour se faire entendre. Rentrée des BRICS, Macky Sall doit poser désormais la dernière rangée de briques pour construire la candidature unique de Benno, note encore le confrère. Bonne lecture à tous. Electronic Corp, avec sa marque Enduro, l'endurance de la qualité, vous a offert votre revue de presse. Midi 40 minutes, c'est la fin de cette grande édition d'information. Merci à Abdoulaye Diop à la mise en onde de réalisation et là, Ndiogoudienne, chef d'édition à Wambay. Merci à toute l'équipe, merci à vous surtout de votre fidélité. Gardez l'écoute, retour de l'info dans 20 minutes. La grande édition d'information en Wolof avec Fama John. Je vous laisse en compagnie de Georges Dété Diop pour le journal du Grand Magal de Touba. Bonjour Georges. Bien, bonjour Anna. Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième numéro du journal du Grand Magal, le Grand Magal de Touba et l'hivernage. Touba Tiakanam ne chôme pas, cela du fait des pluies qui provoquent des inondations dans certains quartiers. Plusieurs dizaines de familles ont été secourues et les eaux pluviales évacuées de leur maison. Touba Tiakanam qui s'investit par ailleurs dans l'approvisionnement en eau suite à une instruction du Khalife général des Mourides. Les explications de Serigne Khadim Diouf, administrateur de Touba Tiakanam. Touba Tiakanam a mis en place une équipe chargée de gérer ces inondations-là, qu'elle a dénommée Opération Wallou. Cette équipe, jusqu'à présent, est sur le terrain et est bien équipée avec des motopompes, des flexibles et des ressources humaines. Depuis lors, l'opération Wallou a évacué de ses eaux plus de 97 maisons. Nous savons tous que Touba est une zone constituée de cuvettes. Beaucoup ont occupé cet espace pendant la période de la saison sèche. Maintenant, pendant la période hivernale, ces populations sont confrontées à des difficultés. Jusqu'à présent, nous sommes en train d'aider les populations à sortir de ces eaux-là. Donc, de la même manière aussi, Touba Tiakanam, cette année, a eu comme instruction venant du Khalife général des Mourides d'aider les structures qui étaient là, chargées de régler le problème d'eau, telles que Mao Rahmati, Ofor, Hydraulique. Le Khalife nous a demandé de les appuyer financièrement. Maintenant, c'est pourquoi, à travers Tahaou Ndormi, Touba Tiakanam a débloqué plus de 100 millions pour aider ces structures-là. C'est dans ce sens que des fuites ont été réglées, des sectionnements, on a eu à faire des additions d'eau, plus de 36 quartiers, on a eu à faire un diagnostic et l'entretien des forages, parce qu'on a constaté que Touba est une zone où l'eau est une eau salée, et la salinité de l'eau là fait de telle sorte que les éléments de colonne des forages ont des difficultés. C'est pourquoi, lorsqu'on a fait le diagnostic, on a vu qu'il était nécessaire de faire ce qu'on appelle une réhabilitation des forages. Et actuellement, plusieurs forages ont été réglés. On a acheté 5 motopompes. On a acheté beaucoup de matériel aussi. À Kerniang, on avait eu des difficultés, mais les plombiers sont passés par là. Ils ont réglé le problème. Touba Ndigal, Tindodi, Ndindi, Bouyimbindi, Guédé. C'était des quartiers très difficiles. Mais on a eu à gérer tous ces quartiers-là. Grâce à Touba Tiakanam, on a débloqué tous les moyens nécessaires pour soulager les souffrances des populations pendant cette période du Grand Magal. C'est pas facile, mais on est en train de faire un travail en compagnie des autres structures, bien entendu. Vous l'aurez constaté, des safars sont organisés un peu partout dans le pays. Les fidèles mourides dépensent sans compter pour donner à manger et à boire, comme l'a recommandé le fondateur du mouridisme au marché HLM, où c'est l'effervescence en ce moment. On s'en rend compte. Reportage Seydina Bilal Niang. Les Khassaïd de Serigne Touba envahissent le marché HLM. Serigne Moussa Diouf, un des commerçants de ce marché, revient sur l'importance du safar. Ces safar, on le fait juste comme le recommande Serigne Touba, faire tout pour obtenir sa bénédiction. Vous savez, depuis 2017, on l'organise. Mais pour cette année, la dimension est plus grande. Pendasen, la cinquantaine, trouvée dans la cuisine, magnifie cette organisation. Je suis très contente d'avoir contribué à l'organisation de ce safar. Nous ne dormons plus. Tout le monde fait de son mieux, voire l'impossible pour avoir la bénédiction de Serigne Touba Khadim Rassoul. Non loin de là, un autre safar.
Moussa Faye, porte-parole des marchands ambulants du marché HLM, par ailleurs organisateur de ce safar, informe qu'ils ont dépensé 1 million de francs CFA. Nous avons dépensé plus d'1 million de francs CFA parce que Serigne Touba nous a recommandé le safar et on le fait comme il se doit. Il y a même aussi des gens qui le font avant même le magal. La plupart des mourides multiplient ces safars durant 17 jours partout au Sénégal. Pas de crainte pour le marché du bétail. Les éleveurs rassurent quant à un bon approvisionnement. L'association Galé Aïnabé interpelle pour autant les autorités pour un renforcement de la sécurité et invite les éleveurs à la prudence face à la maladie Crimée-Congo. Papa Balagé. La maladie Crimée-Congo aux frontières du Sénégal, la maison des éleveurs Galé Aïnabé en collaboration avec les vétérinaires alerte. Beaucoup de viande consommée à l'occasion du Grand Magal de Touba, Mordia Rasso invite les éleveurs à prendre soin de leur bétail. Il y a une maladie qui est apparue et se transmet à l'homme suite à une viande contaminée à cause des puces. Face à la forte demande en moutons et bœufs en ces temps qui courent, Mordia Rasso rassure par rapport à l'approvisionnement du marché. Tout ce dont on aura besoin pour le Grand Magal est disponible. Il y a les poulets, les moutons, les bœufs, les chameaux. Le marché est bien approvisionné. Seule inquiétude brandit la sécurité du bétail face au cas de vol. Pour le Magal, nous sollicitons le renforcement de la sécurité. Pas plus tard que cette nuit, nos troupeaux venant de Dara pour aller à Ndindi ont été attaqués. N'eût été le courage des bergers, ces malfaiteurs allaient amener le bétail. Alhamdulillah. Mais nous alertons les autorités pour un renforcement de la sécurité au niveau des forats. Les éleveurs, souvent victimes d'arnaques avec les faux billets de banque, le président de Galé Aïnabé invite ses collègues à faire preuve de prudence lors des ventes. Papa Balagui, Touba, Radio Futur Média. À midi 46 minutes en perspective du Grand Magal, le mouvement And Diapalé Askanui Madakawa a organisé une journée de don de sang. Au moins 100 poches ont été collectées et mises à la disposition de l'hôpital Matlaboul Fawzaini. Maria Diop, responsable de la banque de sang de l'hôpital, elle est au micro de Papa Balagé. Nous venons aujourd'hui ici à la station Shell Route de Mbaké pour marquer de notre présence sur la célébration du Safar. Chaque année, M. Fallou Diop, avec son association Madakaw, a l'habitude d'organiser une journée de don de sang. À mi-parcours, on est à presque 100 poches et on espère d'ici la fin avoir plus de 100 poches, Inch'Allah. Vous savez que le stock de sang ne suffit jamais, mais grâce à Dieu, à Fawzaini, tant bien que mal, il y a un stock suffisant. Parce qu'on a organisé depuis le début du Safar, c'est la 5e collecte qu'on a organisée. On était à Dakar avec des daïres mourides. Donc on a un stock suffisant pour le Magal, pour parer éventuellement aux accidents de la route et surtout aux femmes qui pendant le Magal, à cause des travaux ménagers, font des avortements. À midi 47 minutes, c'est la fin de ce numéro du journal du Grand Magal. Merci à Abdoulaye Diop qui en a assuré la partie technique. Aliouba à la production. Excellente suite des programmes sur Radio Futur Média. On reviendra vers 13h40 pour le journal du Grand Magal en Wolof.